Bonjour tout le monde, goedenavond iedereen, bonjour la Belgique, bonjour la France, bonjour l'Europe, goedenavond België, goedenavond Frankrijk, goedenavond Europa. Welgekomen, we zijn er terug om jullie te verblijden en te informeren met een fantastische webinar. Un nouveau webinaire ce soir. Welkom namens de Belgian Drone Federation, le bienvenue de notre board du Belgian Drone Federation. Welkom ook aan de Franse collega's van de Fédération Professionnelle du Drone Civil en voornamelijk Baptiste Simoneau, voorzitter FPDC en Henri Geoffroy, délégué adjudant Sud-Ouest. Bienvenue aux collègues français de la Fédération Française Professionnelle du Drone Civil, Baptiste Simoneau, président de la FPDC, et Henri Geoffroy, délégué adjudant Sud-Est. Ik ben bijna de tel kwijt. Je ne sais plus combien de webinaires on a fait, mais si je regarde, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 webinaires qu'on a déjà fait, 7 webinaires Interreg incroyables. Grand merci à notre team, surtout à Petra et à Kenzo qui sont là derrière. Grote dank aan Petra en Kenzo, want we zitten hier ondertussen al op de 7e editie van deze Interreg webinars. We hebben al gesproken over safety, on a déjà parlé du safety, bow construction, inspection, innovation et aujourd'hui agriculture. Landbouw. Vandaag gaan we spreken over landbouw met drones, agricultuur. Onze volgende webinar, niet te missen. Je n'oublie pas déjà de dire, le prochain webinaire sera le 26 et le 26 et le 27 novembre. 26 en 27 november werkt de federatie mee aan Drone Days digitaal. Dus on travaille en collaboration avec la fédération à Drone Days digital. Ça sera le 26 et le 27 novembre avec beaucoup de choses sur le programme. Premier jour pour les professionnels, deuxième jour pour le grand public. Eerste dag van Drone Days, 26, zal voor de professionelen zijn. En dan de zaterdag, de 27e, voor het brede publiek. Straks vertel ik jullie daar iets meer over. Plus tard dans le webinaire, je vous raconterai un petit peu plus. Peut-être déjà que je vais vous raconter quels speakers vont venir. Straks kom ik kijken naar de speakers. Maar wil je nu al een keer een kijkje nemen, dan kan je al een kijkje nemen via drone-days.be, de website. Si vous voulez déjà les regarder, drone, et puis petit, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, mais drone-days.be. Voilà. Interreg, om toch wel een boodschap van algemeen nut. Het webinar van vanavond maakt deel uit van het Interreg microproject Drone Future. Een Europees project ontwikkeld door de 2 dronefederaties, Belgian Drone Federation en onze Franse collega's van la Fédération Professionnelle du Drone Civil. In samenwerking met onze partners Circle of Police Leaderships, POM West-Vlaanderen en Eurologistics. Le webinaire de ce soir fait partie du microprojet Interreg Drone Future, un projet européen développé par les 2 fédérations de drones, la Fédération Belgian Drone Federation et nos collègues français de la Fédération professionnelle du drone civil, en collaboration avec les partenaires Circle of Police Leadership, POM West-Vlaanderen en Eurologistics. Tijdens de verschillende webinars die georganiseerd worden met de Europese steun komen drone-gerelateerde onderwerpen aan bod met als doel de uitwisseling van best practices tussen de belanghebbenden over de grenzen heen te stimuleren. Au cours des différents webinaires organisés avec le soutien de l'Europe, des sujets liés aux drones seront abordés dans le but de stimuler l'échange de bonnes pratiques entre les parties partenaires par-delà les frontières. Et il y a encore des partenaires aujourd'hui, parce qu'il y a encore des autres partenaires. Er zijn natuurlijk nog andere partners vandaag, specifiek voor l'agricultuur, specifiek voor de landbouw. Dat is l'Institut Français de la Vigne et du Vin, Drone Vision Pro AG, Agrodrone Reflet du Monde, Boerenbond, Agroservice Landbouwservice, Belgapom, Inagro, Ilvo, Sierra Wallonie en Agro Innovation. Nous remercions pour leur collaboration et souhaitons le bienvenue à tous les membres de nos organisations partenaires. Iedereen van harte welkom.
En dan is het tijd, denk ik, om eventjes ook het woord te geven aan de verantwoordelijke van de Fédération Professionnelle du Drone Civil. Je donne la parole à Baptiste Simoneau, président de la Fédération Professionnelle du Drone Civil. Baptiste Simoneau, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Elvin, merci, très bien et vous? Ça va très bien, Très ça heureux va. de... Il y a du bon temps en France parce qu'ici en Belgique, c'est pas fameux, hein? Oui, on a presque un temps d'été encore, c'est très bon Ah, pour les drones et l'agriculture. ben la prochaine fois, on le Euh, fera chez vous alors. oui. Bonsoir à tous, merci Elvin pour cette présentation et merci encore de pouvoir participer et coopérer ensemble donc, sur ce 7e webinaire. Je suis très heureux de vous retrouver dans le programme de coopération, donc cette coopération territoriale France-Wallonie-Vlaanderen, qui s'inscrit dans une volonté de favoriser les échanges économiques et sociaux entre les régions frontalières. Donc ce webinaire fait partie du projet Micro Interreg, c'est-à-dire Drone du futur. C'est un projet européen développé en partenariat par la FPDC, la Fédération professionnelle du drone civil, et Eurologistique côté français, et chez nos partenaires donc belges, donc la BDF, la Belgian Drone Federation, le Circle of Policy Leadership et le POM Flandre occidentale. Donc le thème que nous allons aborder ce soir, ça concerne les drones et l'agriculture. Lors de ce webinaire, on va accueillir donc 6 intervenants, tous professionnels de l'agriculture. Chaque intervenant fera sa présentation en français ou en anglais et une traduction du PowerPoint sera assurée sur chaque présentation. J'espère que ce webinaire vous apportera le maximum de connaissances sur tous les sujets qui nous passionnent tous et je vous souhaite un bon webinaire. Merci pour l'introduction, Baptiste. Et évidemment, nous avons beaucoup de speakers ce soir, donc je propose qu'on commence tout de suite à la soirée. À plus tard, je dirais, et merci pour l'introductie. Ik Merci. stel voor dat Bientôt. we snel van start gaan, want we hebben heel veel sprekers, heel veel interessante. En ik denk dat de boodschappen van algemeen nut jullie minder interesseren, maar ik denk dat nu wel heel interessant wordt met de sprekers. En de eerste spreker die van wal steekt is Quentin Limbourg. Quentin Limbourg is afdelingshoofd onderzoeken en ontwikkeling op het gebied van machines, afdeling plantaardige productie CRA Wallonië, Centre Wallon de Recherche Agronomique. Als eerste gastspreker brengt Quentin de beginselen van de precisielandbouw. Daarna brengt hij nog de toepassingen voor het ontbladeren van aardappelen met behulp van multispectrale beeldvorming. Quentin Limbourg est responsable du pôle recherche et développement en machinisme au sein de l'unité production végétale du CERA, Centre Wallon de Recherche Agronomique. En tant que premier orateur invité, Quentin présentera les principes de l'agriculture de précision. Et puis après, il continuera avec le thème modulation de l'application du défendant sur pommes de terre par imagerie multispectrale. Ben, Quentin, je dirais le bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, ça va et vous? Ben, ça va très bien, certainement. Quand j'entends qu'est-ce que vous allez nous raconter, Ah, je vous passe tout de suite la parole. c'est gentil, merci. Est-ce que vous voyez la présentation, vous? Voilà. Donc, on m'a demandé de vous préciser, juste avant mon speech, ce qu'est l'agriculture de précision. Donc attendez, parce que les slides sont... Voilà. L'agriculture de précision, alors elle a commencé il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. C'était, au tout début, c'était vraiment l'exploitation du traffic control. C'était le RTK, donc l'autoguidage des tracteurs. Ça a commencé comme ça. C'était vraiment positionner le tracteur au mieux dans le champ pour éviter de repasser toujours au même endroit ou de, justement, quand on avait des largeurs de travail, de vraiment avoir ces 24 mètres, éviter les recouvrements, des économies de carburant, d'intrants, et aussi aider l'agriculteur à se retrouver un peu mieux dans son champ. Donc ça, c'était vraiment l'agriculture de précision 1.0, 1.0. Et puis est arrivé l'agriculture de précision 2.0, voire le smart farming. C'est ce qui va nous intéresser ce soir. C'est là où on est plutôt dans la mesure, et donc c'est vraiment cartographier les variations, l'hétérogénéité qu'il y a au sein d'un champ et venir apporter la bonne dose au bon endroit en liant justement ces mesures avec des applications. Donc, ce
ce qu'on vous a parlé aussi, c'est de l'imagerie multispectrale. Donc, c'est ce que je vais vous parler après. Donc, on verra qu'il y a plusieurs types de vecteurs donc qui transportent des capteurs, mais c'est toujours les mêmes capteurs, même si les capteurs ont des tailles différentes. Vous comprenez bien, si on a un vecteur qui est le satellite, il est très différent du vecteur, par exemple, tracteur, mais ça reste la même chose. Euh, et donc, ça veut dire que on va se baser sur des longueurs d'onde, comme vous le voyez sur l'écran, et qui vont nous donner des indicateurs sur ce qu'on veut regarder. Si on veut regarder le sol, on va choisir certaines longueurs d'onde. Si on veut choisir la végétation, on va regarder certaines longueurs d'onde. Et si on veut, par exemple, étudier l'eau, ben, on va regarder d'autres longueurs d'onde. Et donc, en variant sur ces longueurs d'onde, on va pouvoir avoir des informations sur ce qu'on recherche. Donc ici, par exemple, on a en végétation, c'est ce que je vous expliquerai après dans ma présentation, on a différents indices comme le NDVI, le NDRE qui sont des indices de végétation cette fois-ci. Mais vous voyez qu'on va choisir euh, des longueurs d'onde qui correspondent à la végétation, donc dans le prochain infrarouge et dans le rouge, pour justement avoir cette différence et pouvoir faire des index et donner en un vol une idée de la végétation présente au sol. Donc, je vous expliquerai après à quoi cela peut servir, mais on voit ici clairement une image. Vous avez l'image qu'on appelle RGB, donc c'est l'image visuelle que vous avez sur le dessus. Et ensuite, vous avez une image multispectrale sur laquelle on a calculé un NDVI. Et donc, on peut voir très clairement qu'il y a une corrélation entre présence de végétation et indice de vert ici dans l'image inférieure, avec une présence de sol et plus de rouge ici. Et donc avec ces informations, maintenant, on va passer à la suite, qui est l'utilisation du drone en dépannage de pommes de terre. Donc là, on passe vraiment dans le vif du sujet. Et donc, pour vous expliquer peut-être aux gens voilà, qui ne connaissent pas forcément l'agriculture, qui sont plus dans le monde du drone, c'est quoi le dépannage? Donc là, le dépannage, on est en culture de pommes de terre et on détruit complètement la végétation juste avant la récolte. Donc parfois, enfin, normalement, la pomme de terre est toujours bien verte et donc il faut la détruire, la défaner comme on appelle, pour avoir une végétation morte et pour pouvoir l'arracher. Si on ne fait pas ça, on n'arrête pas les calibres, on n'arrête pas le développement de la pomme de terre et surtout l'arrachage est impossible parce que le plant va venir complètement bourré dans la machine. Alors pour ce faire, on utilise les images multispectrales, donc c'est ce que je vous ai expliqué avant, avec différentes longueurs d'onde pour pouvoir calculer un indice. Et ensuite, cet indice de végétation va être transformé en dose de défanant. Donc là, il y a des algorithmes qui ont été développés par l'université de Wageningen, donc qui savent nous dire un NDVI, si je pense, qui va de moins 1 à 1, mais en végétation, c'est surtout de 0 à 1, mais concrètement, on va dire un NDVI de 0,8 présente un litre de produit, un NDVI de 0,5 présente moins, et donc on arrive à savoir la dose réelle qu'il faut mettre pour détruire la pomme de terre. Donc en fait, cette application est assez simple parce que plus on est vert et plus on a un NDVI élevé, plus la végétation est encore bien développée, et donc plus il faut une dose importante de défanant. Et l'inverse, plus la végétation est brune et en sénescence, moins il faut de produits. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire un algorithme. Donc il existe plusieurs vecteurs, c'est ce que je vous expliquais avant. Les différents capteurs sont soit montés sur un drone, tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, soit sur satellite, soit sur tracteur. Donc là, il y a deux possibilités, soit c'est sur les rampes de pulvérisateur, comme vous voyez en haut à droite, ou alors il y a d'autres firmes qui ont développé des capteurs qui se mettent sur le toit, comme vous voyez au milieu, et qui là viennent également faire la même chose. Alors, nous, ce qu'on a étudié, c'est quels sont en fait le pour et contre de chaque vecteur, parce que l'indice reste le même, mais le vecteur est différent. Et donc, on peut voir clairement que, par exemple, le gros problème du satellite, on va dire que le satellite, c'est très facile parce qu'en 2 images, vous avez couvert, allez, en 3, 4 images, vous avez couvert la Belgique. Mais le gros problème qu'on a déjà pu apercevoir, c'est que le défanage se fait au mois de septembre ou allez, début octobre. Et donc, la couverture nuageuse est parfois très gênante. On a déjà eu, allez, par exemple, il y a 10 images au mois de septembre, il y en a qu'une qui est exploitable. Et donc, ça, c'est très compliqué de pouvoir prévoir des doses parce que bon, il faut que l'image
soit le plus proche possible du défanage pour être le plus proche possible de la vérité par rapport au développement de la végétation. Pour le drone, une des grosses complexités, c'est la sensibilité au vent. Voilà, on peut pas non plus, quand il pleut, quand il y a trop de vent, on ne peut pas non plus passer. Par contre, la couverture nuageuse ne pose aucun problème. Les choses qui peuvent aussi être ennuyantes dans le drone, c'est les passages supplémentaires. Enfin, ce n'est pas un passage supplémentaire comme avec un tracteur, mais c'est le fait qu'il faut, voilà, demander à un sous-traitant de passer avec son drone. Et ça peut être un frein comme le traitement des données. L'agriculteur ne sait pas faire le vol lui-même, ou alors d'être très bien équipé, et de faire le traitement des données lui-même. Et donc, ça veut dire qu'il y a un surcoût qu'il faut prendre en compte. La surface, ça je vais vous montrer après, la surface prise en compte avec le drone, c'est, on va dire, la chose qui est la plus précise, qu'on va avoir le pixel le plus petit. En satellite, on compte sur un pixel de 10 mètres sur 10 mètres. Et en tracteur, en fait, on a des capteurs qui prennent des très faibles surfaces, mais qui sont multipliés sur la rampe. Alors donc, ça dépend du nombre de capteurs qu'il y a sur la rampe, qui va faire la surface qui est réellement étudiée. Donc ici, vous avez un peu cet aspect de zone étudiée. Donc vous voyez, le premier, c'est il y a 4 capteurs sur la rampe. Vous voyez, à côté, c'est le tracteur avec le capteur sur le toit. Vous voyez qu'en fait, on prend que des échantillons de de d'indices foliaires et donc de doses. Donc c'est-à-dire qu'on fait une moyenne sur la largeur ici du pulvérisateur, donc de 24 ou de 30 mètres. On prend que 4 mesures et on fait une moyenne sur la largeur. Le drone, qui est l'image de droite, vous voyez que là, on a vraiment, en fonction de la hauteur de vol, vous le savez mieux que moi, on a vraiment une pixelisation, donc vraiment une idée intéressante de ce qui se passe dans le champ. Ici, c'est parce que l'image est petite, mais on pourrait même aller jusque détecter les interlignes et les lignes, tellement la précision est importante. Alors en dessous, là, vous voyez les images du satellite. On a une couverture totale du champ aussi, comme dans le cas du drone. Donc, on n'a pas un échantillon. Seulement, on a déjà une moyenne. Et donc, en fonction des longueurs d'onde qu'on prend, on a soit des pixels de 20 mètres sur 20 mètres, comme l'image en bas à gauche, ou alors des pixels de 10 mètres sur 10 mètres si on prend d'autres longueurs d'onde en fonction des disponibilités. Ici, c'est Sentinel-2. Donc voilà, vous voyez ici, le drone a vraiment son intérêt d'avoir une très forte précision et une pixelisation très importante. Alors, justement, maintenant, on va parler du drone parce qu'il nous intéresse aujourd'hui, c'est quand même le drone, c'est pas les autres. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec le drone? Mais justement, c'est cette pixelisation très importante et donc cette information beaucoup plus précise qu'on a par rapport aux autres vecteurs. Donc ici, on parle de 5 cm sur 5 cm. Voilà, après, ça, c'est parce que nous, on a pris une certaine hauteur de vol, mais on peut très bien descendre. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on prend toute la Terre, l'entièreté de la Terre, et donc on a une très forte idée de l'hétérogénéité au sein de la Terre, et ce n'est pas un échantillonnage de certaines images. Et donc ça, vous allez voir, c'est très important. Alors, et ça, je pense que il faut en parler à un moment donné. Le gros désavantage du drone, c'est quand même la problématique des zones d'interdiction de vol, de survol, voilà, et la législation qui est en Belgique. Si je montre la carte après, juste à titre informatif, toutes les zones en rouge, on ne peut pas voler. Les zones en jaune, il faut faire des demandes. Donc, vous voyez que tous les agriculteurs, en tout cas, ne sont pas égaux face à la législation. Nous-mêmes, en tant que centre de recherche, on a des parcelles. On a des parcelles où on peut très facilement voler et faire des expérimentations. Il y a des parcelles où c'est impossible, où les demandes sont très compliquées. Et donc voilà, ça pénalise un peu le développement de ces technologies de drones dans l'agriculture, d'avoir toutes ces restrictions. Donc voilà, ça reste quand même un problème très important. Autre problème dans le cadre de mon oration que je fais sur le défanage, c'est que, comme je vous ai dit au début, actuellement, tout ce qui est, comment dire, algorithme appartient à One Gun in Gun, et donc il n'y a pas réellement de service disponible en Belgique qui transforme directement le NDVI en dose, et donc ça, voilà, c'est aussi quelque chose qui ne permet pas le développement de la technologie en région wallonne. Bon, ça, c'est pas quelque chose de très dur à résoudre, hein, c'est en tout cas beaucoup moins que les zones d'interdiction de vol. Et quelque chose aussi qu'on voit qui est un peu plus compliqué, c'est qu'entre le vol
et la réalisation de la carte il y a 48 heures. Et les agriculteurs sont des gens extrêmement pressés dans le sens où quand les conditions sont bonnes pour le vol, ben, ils aimeraient déjà pouvoir traiter parce que les conditions de traitement sont bonnes aussi. Et en Belgique, malheureusement, et cette année a encore été une très bonne démonstration, on peut rarement attendre parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain en termes de météo. Et donc, c'est vrai que ça peut être aussi ce temps d'attente actuel de 48 heures peut être problématique. Alors, vous allez me dire quels sont les essais réellement menés au sein du CERA. Donc, on a utilisé un drone, hein, je le renseigne pour ceux qui sont des dronistes, un DJI Matrice 210, avec un capteur multispectral Micasense Red HM. Donc, il y a 5 bandes. Et alors, on traite les images avec Pixar 4D. Donc voilà un peu le type d'image qu'on peut acquérir. Donc là, vous voyez ces deux champs que j'ai pris au hasard, et c'est pour vous montrer un peu cette hétérogénéité donc plus c'est vert, plus la culture est encore en bon état et encore luxuriante. Donc plus il faut une dose de défanant, plus elle est rouge, plus la culture, on va dire, est déjà en sénescence, et donc il faut moins de défanant. Donc voilà, j'ai pris deux champs au hasard, mais vous voyez très clairement qu'on voit carrément les traces. Ici, ce que vous voyez, ce sont les traces de pulvérisation en bas et en haut, donc là où le tracteur est passé beaucoup de fois et a déjà détruit la culture. Donc on voit clairement très vite l'utilité de ce genre d'image et la fiabilité de ce genre d'image. Donc ensuite, grâce aux algorithmes, on transforme cela en dose. Et alors, bon, là, on arrive on prend la carte et on doit la mettre dans le pulvé, et le pulvérisateur doit comprendre l'ordre et la dose qu'on lui donne. Alors ici, ben, vous allez voir, vous avez vu qu'on parle de quelque chose avec un pixel de 5 sur 5, et là, vous voyez une carte directement d'un pixel beaucoup plus grand. Alors c'est nous qui devons, en fait, euh, détériorer un peu la qualité, vous allez me dire, de l'image, parce que l'on doit transformer ça pour le pulvérisateur. Et le pulvérisateur, c'est mécanique, il ne peut pas changer de dose sur sa largeur. Donc c'est pour ça que le pixel a une certaine largeur. C'est la largeur totale du pulvé, parce qu'il ne sait pas changer les doses. Au milieu, à tel buse mettre autant, à tel buse mettre autant. Donc on doit travailler sur la largeur du pulvé. Et alors, il lui faut aussi un temps d'adaptation pour passer à des litrages que vous voyez, par exemple, de 150 à 400 litres. Ça ne se fait pas si ça se fait en quelques secondes, mais quelques secondes à la vitesse, ça fait quelques mètres. Et donc, c'est pour ça que vous voyez qu'on a des pixels qui font ici 24 sur 24, c'est la taille de notre pulvérisateur. Et donc voilà. C'est pour ça que vous passez d'une pixelisation très importante à une pixelisation avec des tailles plus grosses, plus grossières, on va dire. Mais vous voyez, et ce que je viens de dire, qu'on passe quand même à des litrages très importants de différence de 91 litres à 400 litres. Il faut que le pulvé ait le temps de passer à ces différentes doses. Alors, les conclusions des essais, c'est que la réduction des produits varie de 20 à 60%. Si vous avez encore en tête les images que vous avez vues précédemment, vous voyez qu'à gauche, on avait une hétérogénéité beaucoup moins importante, et à droite, beaucoup plus. Donc voilà, c'est normal qu'il y a des variations en fonction des années, en fonction du produit utilisé. Cette année, on a eu des grosses attaques de mildiou, ça veut dire que la végétation était déjà quasi morte avant qu'on commence. Et donc, voilà, l'hétérogénéité au sein d'un champ est beaucoup moins importante. Par contre, ça donne une très bonne indication à l'agriculteur de savoir ce litrage-là, cette dose-là est la bonne. On a eu le cas avec des agriculteurs chez qui on a fait l'exercice cette année. Nous, on a mis en moyenne 0,7 litres, et eux ont mis 1,6 litres. Donc vous voyez qu'on a quand même eu quasi 50% de réduction. Et donc cette réduction va avoir forcément un impact sur les économies de produits, et donc sur les économies en termes d'argent. Et donc, on varie en fait de 3 à 15 euros en fonction du produit, ce qui n'est déjà une belle réduction économique, mais qui a du mal en fait à couvrir les frais liés à la préconisation, au passage de drones, au surcoût dû au matériel pour faire de la modélisation, de la modulation. Et donc, c'est pour ça aussi que cette technologie a un peu du mal actuellement à décoller. C'est que dans certaines années, c'est clair qu'on rentre dans ces frais, mais dans d'autres, cette technologie coûte encore un peu à l'agriculteur. Alors vous allez me dire, il est bien gentil le garçon, mais pourquoi il nous a parlé de drone et de précision du drone,
Or que après, il déforme la carte et il arrive à des pixels de 24 mètres sur 24 mètres. Alors pourquoi le drone? Le drone, on aurait fait le même exercice il y a peut-être 1 an ou 2 d'ici. Je vous aurais dit, ben voilà, l'image satellitaire suffit parce qu'elle couvre toute la Terre, nanani, nanana. Mais actuellement, il y a aussi des très grandes recherches en termes de machinisme agricole. Et actuellement, on arrive, et c'est quelque chose qu'on doit faire l'essai l'année prochaine, à moduler plus sur la largeur du pulvérisateur, comme je vous ai dit, mais à moduler par section. Ici, ce seront des sections de 3 mètres. Donc, vous voyez les deux cartes qu'on affiche. On a déjà une beaucoup plus grande précision, parce que le gros problème d'avoir une moyenne sur 24 mètres, c'est qu'à certains endroits du champ, certains endroits du pixel, vous mettez encore de trop, vu que c'est une moyenne, et à certains endroits, vous en mettez pas assez. Et donc, c'est pour ça que l'on veut réduire la largeur sur laquelle on fait la modulation, pour essayer d'être encore au plus près de la dose réelle à appliquer. On fait aussi des très gros efforts sur les systèmes d'ouverture et de variation de la dose. Et donc avant, quelque chose qui prenait en moyenne 7 secondes pour passer de 90 à 400 litres, maintenant se fait en 2 secondes. Donc ça veut dire qu'on peut réduire aussi la taille du pixel en longueur, et donc on arrive à quelque chose de plus en plus pointu en termes de pulvérisation, c'est qui nous permet de mieux en mieux valoriser les images, et c'est uniquement actuellement celle du drone qui permet d'arriver à un tel degré de précision nécessaire à nos pulvérisateurs. Donc voilà, ici c'est un peu ce que je vous ai présenté. Pourquoi un drone? Donc voilà, je vois que j'ai déjà dépassé de 5 minutes, et donc je vous laisse la parole. Quentin, c'est pas grave parce qu'on avait 5 minutes en avance. Donc voilà, tu as rattrapé les 5 minutes qu'on avait épargnées pour peut-être des autres speakers. Mais voilà, tu les as déjà pris et c'était très intéressant. Je te remercie pour quand même voir ce commencement, et on verra dans le futur comment on peut encore améliorer les techniques et améliorer ce que vous avez présenté donc ce soir. Mais je vous remercie pour la présentation très très intéressante. Grand merci, Quentin. De rien. Voilà, ik bedank Quentin, want dit is natuurlijk een fantastische eerste presentatie. We hebben dus gehoord van Quentin. Hij zegt dat het het prille begin is natuurlijk. Je moet ergens beginnen. Maar natuurlijk zien we in de toekomst wel dat de drones hier wel een belangrijke rol zullen inspelen. Maar goed, snel over naar onze tweede spreker van vanavond. Je donne la parole au deuxième speaker ce soir, parce que le deuxième speaker, c'est Jonathan van Beek. Et il est rechercheur en agriculture de précision chez ILVO, Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food. Il nous parle de la détection en temps réel des maladies et des mauvaises herbes grasses aux capteurs spectraux et la 5G. Jonathan van Beek is een onderzoeker bij de precisielandbouw bij ILVO, het Instituut van Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek van Vlaanderen. En Jonathan zal ons alles leren vanavond over de real-time ziekte- en onkruiddetectie met spectrale sensoren en 5G. Het klinkt ongelooflijk sappig, Jonathan. Goedenavond, zou ik zeggen. Alles oké? Goedenavond, Alwin. Ja, alles oké met mij. Alles oké met het onderzoek bij ILVO? Het gaat, en ik ga vandaag een aantal voorbeelden tonen, dus ik hoop dat er voldoende geïnteresseerden zijn. Ik kan zeggen dat er op dit moment bijna 12.000 mensen aan het kijken zijn. Dus dat is heel interessant. Dus ik zou zeggen, the floor is yours. Okay, thank you. Good evening, everybody. I'm going to present in English, so it's understandable for both countries. I'm going to talk about a couple cases that we have running related to disease detection and weed detection, using spectral sensors and the use of a 5G network. My name is Jonathan van Beek, and I'm working at ILVO in Flanders. And the use cases that I'll be presenting today, the two cases, one of them is coming from the Smart Farming 4.0 project. And within this project, we wanted to demonstrate the potential of spectral sensors and image analysis. And we did this through data collection in the field. So we mounted spectral sensors
RGB sensors, multispectral sensors, and a hyperspectral sensor on a drone platform. And we performed flights over a field. And we used image processing and image analysis, such as artificial intelligence, to detect diseases in the earliest stages possible. In our case, we focused on Alternaria detection in a potato crop, but within the project, there was also a use case for fire blight in orchards. So more related to the Alternaria detection. So for the people that are not used to Alternaria, it's an important upcoming fungal infection in potato crops. And on the one side, it's very easily spread. But for our experiment, we wanted to have a controlled environment in which the infection took place. So on the right side, you can see the way we did it by infecting potato crop and then covering them with a plastic tent, and then protecting the field with plant protection products, so that we could maintain an infected zone and a controlled area where Alternaria was not present. And on the left side, you can see a hyperspectral image that was taken over the experimental field this summer, where the 4 experimental plots and 4 control plots were highlighted. And what we noticed this year was that it was possible with hyperspectral sensors to see a difference, but the spectral differences were almost entirely located in the near infrared region of the spectrum. So between 730 and 850 nanometers. Now, that's useful because if it's only located in that near infrared, we can use hyperspectral images, but we could also use modified cameras. And the 2 cameras that I'm showing here, the one on the top is a modified RGB image. So its red band has been altered to a near infrared band. And the bottom one is a standard RGB image, so just red, green, blue. And on the bottom one, you can see some effects of the Alternaria disease, the small brown lesions. But if you look at the top image, and the images were taken at exactly the same time and infection dose, you can clearly see that modified RGB image really highlighted those lesions, those leaf damages within that potato crop. And this is an overview image of our experimental trial last year, where we had a couple different experimental setups, different doses and different periods on which we infected the plots. But with that knowledge that the lesions could be spotted and were only located in the near infrared, we focused on detecting those lesions, those leaf damages at a very early stage of the infection. So our setup was we used an M600 DJI drone with a Sony camera with an altitude of 10 meters height. But we did equip the Sony camera with a 135 millimeter lens, which allowed us to capture images at a super high resolution, spatial resolution of 0.3 millimeters per pixel. So here you can see that it was possible to almost read the letters of a €2 coin. But this spatial resolution did allow us to spot those lesions at a very early stage. Now, with those images, we trained a convolutional neural network, and we labeled over 4,000 patches, so areas of that modified RGB image. And with those labels, we could acquire an accuracy of 0.96.
meaning that it was almost perfect in detecting whether or not alternaria lesions were present. And showing the previous images, it's very clear that it's very visible when a plant is healthy and has disease symptoms. But that model could be then used to label the images and to create a disease density map for the entire field, which could be used as a task map in a later stage to spray the field to with plant protection products. The second case I would like to show you and tell you about is coming from a Smart AgriHubs project, the AI for agriculture. And it has the same background, namely we want to optimize crop protection products by combining camera technology and artificial intelligence. And we want to step away from a uniform application because we notice, especially for, in this case, weeds, that there is never a uniform weed pressure. And in spite of a variation in weed pressure, uniform treatment was always applied. So our goal was to optimize that setup. We did the same thing. We trained a neural network, and that was, even with a small data set, very good in segmenting RGB images in weed classes, crop classes, and soil classes. As you can see here at the bottom, with the cornfield in blue, with yellow soil and the weeds in red. But the main issues we had for a practical application of this model, this setup, was the data transfer was very problematic, meaning that the data had to be transferred from a drone to a computer, then processed through either Pix4D or Agisoft, had to be stitched, and then given to an AI model to be labeled, and then given back to an agricultural sprayer. So that took a lot of time, was very intensive, and wasn't really the way to go if you want to apply this type of models. And our solution was the use of a 5G network. And to demonstrate the potential of the combination of 5G and artificial intelligence, we had a 5G demonstration last June, where we used those technologies for site-specific spraying of weeds in a cornfield. And our processing setup was, we just fly the drone over the cornfield with weeds present. Over that 5G network, we could send those images to the cloud. The AI model would pick them up and process them and provide a task map to the agricultural sprayer, all in real time. So to visualize this, on the left side, you have the RGB image of the cornfield with the weeds present. The image next to that has the labels of weeds, soil, and crop. And we split up this image into different sections. And those sections are visualized in the image in the middle as the percentage of weed cover. And if we interpolate that map, that's the image next to that, we could get a weed infection or a weed pressure map that can be transferred to a task map to be given to the agricultural sprayer. That was the setup, and the main conclusions and the take-home message I would like to give you is that for both disease detection and weed detection, the usefulness of drone images and AI is present, and applications are beginning to find their way into practice. We have shown that the AI models are sufficiently performant or efficient in predicting or distinguishing between either healthy crops and diseased crops, or weeds and crop and soil.
So they are very ready to be used in practice. But we did, and this is very important for the manufacturers, we did notice that there is a necessity in translating those infection maps or weed pressure maps into task maps. We noticed that for some manufacturers, it's very easy to just provide a shapefile and get a task map or an application map based on those simple shapefiles. But for some, it was very hard in aligning all the different shapes and geographical structures. So there's still some work to do on that side. That was my last slide. Thank you for the attention. And if there's any questions, you can ask them either to the Belgian Drone Federation. They will give it to us, or you can contact us directly as well. Merci Jonathan voor la présentation. Dankjewel Jonathan, dat was klaar en duidelijk. Een heel mooie presentatie. Ik moet zeggen, zeer inspirerend. Kijk er naar uit voor het verdere onderzoek dat jullie gaan plegen. En ik dank jullie daarvoor. Grand merci pour tout ce que vous avez fait dans la recherche. Et on verra dans le futur. Jonathan, bonsoir. Okay. Jonathan, Bedankt. goedenavond. Hartelijk dank. Voilà. Et comme Jonathan a dit, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez nous envoyer un mail à petra@belgiandronefederation.be. Et si vous avez des questions, si vous voulez demander des choses, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à Petra. Voor de mensen die wat vragen hebben, zoals Jonathan zei, u kan een mailtje sturen naar petra@belgiandronefederation.be. Gelijk welke vraag, eventueel nog over de vorige webinars of over deze webinar. Geen enkel probleem, u kan bij Petra terecht. Zij zal met heel veel plezier voor u klaarstaan. Heel belangrijk ook voor de mensen deze avond. Ik heb daar net in het begin van de avond Drone Days aangekondigd. De mensen die zich ingeschreven hebben voor de webinar, die zullen ook van ons nog een mailtje krijgen met de informatie over Drone Days. Pour les gens, au début de ce webinaire, je parlais de Drone Days. Les gens qui se sont inscrits vont recevoir encore un petit mail avec l'info sur Drone Days. Et plus tard, je vous raconterai déjà quelque chose, des petites surprises sur les speakers. Straks zal ik jullie nog wat een en ander, een tipje van de sluier ontluiken over eventueel mogelijke sprekers. Maar goed, tijd voor de volgende spreker. Temps pour le prochain speaker. En de volgende spreker is Lilian Maroyo. Hij is CEO van Agrodrone Reflet du Drone. Een bedrijf gespecialiseerd in drone-toepassingen met drones te Saint-Aubin-de-Médoc, nabij Bordeaux. Hij toont ons een van hun specialiteiten en dat is zaaien en bodembedekkers met drones. Een oplossing met veel agronomische voordelen. Il est grand temps maintenant pour Lilian Marolo, dirigeant associé de chez Agrodrone, Reflet du Monde dans la région de Bordeaux. Il nous montre une de leurs spécialités, et c'est le semis et couvert végétal par drone, une solution aux nombreux intérêts agronomiques. Bonsoir Lilian. Bonsoir. Comment allez-vous? Eh bien, ça va très bien, merci. Ça s'annonce quand même très intéressant parce que vous avez beaucoup de choses et beaucoup d'intérêt pour les drones dans le secteur agronomique. Donc, je crois que vous allez nous raconter beaucoup de belles choses. Mais, Lilian, avant qu'on commence votre présentation, je propose qu'on va d'abord regarder une petite vidéo avant que vous commenciez votre présentation. Voor Lilian zal van start gaan met zijn presentatie, zullen we eerst kijken naar een kleine video alvorens hij zijn presentatie start. En ik stel voor dat we nu gaan kijken. On va regarder la vidéo. Ja.
Voilà Lilian, on a vu une petite vidéo qui était quand même déjà assez spectaculaire, donc je propose qu'on continue avec votre présentation. Allez-y, c'est à vous. Eh bien, vous voyez la présentation. Attendez, je reviens au début. Donc oui, nous sommes, moi je suis Lilian Marolo, je suis donc le co-gérant de Reflet du Monde. Notre spécialité pour le coup, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition drone. Et pour ce faire, nous avons depuis 15 ans maintenant plusieurs spécialités autour du drone. Donc nous faisons de la prestation de prise de vue notamment, mais également de prise de tout ce qui est de travail dans l'agriculture. Nous sommes également centre de formation où nous pouvons former des télépilotes à l'utilisation des drones, et notamment aux drones agricoles. Nous avons également une boutique qui s'appelle Aerial Shop qui nous permet de vendre du matériel du coup à nos clients. Et nous avons un service également de R&D qui nous permet de développer des machines et des charges utiles, notamment à l'époque où ça n'existait pas du tout. Donc, nous sommes arrivés notamment dans le drone. Je reviendrai sur le projet AgroDrone après. Oui, nous avons une implantation nationale mais qui nous aide bien aussi pour toutes les prestations dans l'agriculture, parce qu'on peut pas être partout à la fois. Donc, du coup, on a des pilotes et des machines un petit peu partout. Et l'idée du projet AgroDrone est née avec une collaboration avec Ovalie Innovation, qui est la filiale Maïs Adour, Vivadour, qui sont spécialistes, eux, dans l'agriculture. Nous, étant spécialistes du drone, on a rapproché ces deux compétences justement pour voir, il y a 4 ans maintenant, voir ce qui était possible de faire dans le drone. Et le postulat, c'était de construire une machine, parce qu'à l'époque, il y avait aucune machine qui existait dans ce domaine. Donc, c'était construire une machine qui était capable de faire plusieurs activités, notamment de l'épandage de semi-couverts, où je reviendrai après. Mais également, cette machine est capable de faire du largage de trichogrammes, de faire de la pulvérisation, et également de déposer des phéromones pour faire de la confusion sexuelle, notamment sur les fruitiers. Donc, une machine qui, pour le coup, est relativement polyvalente. Nous avons, sur le semi-couvert végétal, nous avons axé quand même beaucoup plus l'activité là-dessus parce qu'il y a un réel intérêt là-dedans. D'une, parce que c'est de l'agriculture de conservation. Ça permet, le couvert végétal permet de maintenir une couverture végétale sur le sol qui est permanente. Ça limite énormément aussi le travail du sol. Forcément, le drone survole la culture, donc c'est très, très propice. Ça réduit également beaucoup l'érosion parce qu'on ne travaille pas le sol. Et ce couvert permet de faire cette couverture qui permet d'éviter cette érosion. Ça permet également de diminuer très largement les produits phytosanitaires. Justement, on fait partie de la loi Egalim qui inclut le respect de l'environnement et notamment de diminuer les phytosanitaires énormément dans les cultures. Donc ça, c'est très important. Et en même temps, ça permet de travailler dans des périodes où les agriculteurs ne sont pas forcément toujours disponibles. Donc, je passe à la diapo suivante. Et donc, du coup, l'intérêt du drone là-dedans, c'est vraiment de travailler sur plusieurs cultures qui sont le blé, le maïs, le colza, et de traiter vraiment faire du semi-couvert végétal sur des cultures qui sont déjà en place et de vraiment faire ce semis avant la récolte. Le problème aujourd'hui du semi-couvert végétal traditionnel qu'on fait avec le tracteur, le souci c'est qu'ils sont obligés d'attendre, par exemple pour le blé, d'attendre la récolte par exemple au 15 juillet. Et au 15 juillet, le souci, c'est que il fait déjà très chaud, le soleil pointe très fort, donc du coup, les graines, si elles n'ont pas eu
l'humidité ou si elles n'ont pas les bonnes conditions pour lever, ben, du coup, ça va pas fonctionner du tout. Et également, pareil sur le maïs, on comprend vite que si la récolte du maïs est en octobre, novembre, si on fait semis à ce moment-là, ben, du coup, les graines vont presque geler et avant d'être récoltées. Donc, l'intérêt vraiment du drone là-dedans, c'est vraiment de semer très, 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 très en amont de la récolte et de bénéficier de l'arrosage potentiel sur les maïs qu'il peut y avoir dans certaines régions et également des bonnes conditions d'ensoleillement qui sont là à cette époque. Pour le blé, des fois les cultures sont tellement mouillées justement en mai-juin qu'aucun tracteur peut passer dedans. Donc du coup, l'intérêt du drone là aussi est renforcé. Et également, ça permet également de contrer la pénurie de main-d'œuvre, parce que les agriculteurs à ces époques-là sont très sollicités, donc n'ont pas forcément de main-d'œuvre, donc c'est compliqué pour eux pour faire ce travail-là. Du coup, on travaille avec un drone qui fait 25 kilos. On a développé ce drone il y a 3 ans, donc on était sur la réglementation française, donc de 25 kilos. Aujourd'hui, on emmène 15 kilos de charge utile. Ça nous permet d'emmener 10 kilos de graines qui correspond à peu près à un hectare. Avec une cuve, on arrive à couvrir à 1 hectare. Tout dépend effectivement des modalités que l'on va faire. Les modalités, ça va de l'ordre de 8 kilo hectare à 25 kilo hectare. Donc du coup, on est plus quand même dans des moyennes de 10-12 kilo hectare. Et le gros travail que l'on a fait finalement depuis 5 ans, il y avait toute la technique du drone maintenant qui est convaincante, il n'y a pas de souci, on arrive à travailler avec le drone, il n'y a pas de souci notoire à faire voler un drone et déposer des graines. Le souci réel, c'était le côté agronomique, d'être capable de savoir quelle modalité mettre, quel type de graines mettre, combien de kilos hectares mettre et notamment à quelle saison pour que ça soit le plus pertinent et que surtout que les graines poussent. On a eu des fois des champs qui ont été semés à quelques mètres ou quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Dans une parcelle, ça fonctionnait très bien et dans l'autre, ça n'a pas fonctionné. Donc, depuis 4 ans, on analyse tous les semis que l'on a fait pour essayer de comprendre et de trouver la bonne méthode finalement agronomique pour pouvoir être capable de faire ce semis dans une bonne connexion. Donc pour cela, on s'appuie énormément sur Ovalie notamment, qui fait des études là-dessus. Et ensuite, tous les semis qu'on en a fait depuis quelques années qui sont répertoriés pour bien comprendre le bon moment et la bonne méthode pour le faire. Donc c'est un drone finalement pour faire ce semis. On fait du vol automatique. Le vol automatique, on détermine un champ comme on peut faire avec un drone multispectral comme on voyait juste avant. On vole à 3 mètres à peu près au-dessus de la canopée de la culture. On fait un épandage à peu près de 6 mètres de large et du coup on fait des bandes de 6 mètres juste à côté, comme ça on a un recouvrement qui permet d'avoir un semis totalement homogène et qui est complètement correct. Le drone, lui, est équipé pour justement rester sur cette canopée à 3 mètres, parce qu'on peut être parfois sur des cultures qui sont en pente, donc ou qui sont bosselées, donc là on a des radars de proximité qui nous permettent de toujours à la hauteur voulue, donc à 3 mètres de la canopée, et ensuite on a des radars de proximité qui nous permettent s'il y a un pivot par exemple dans le champ ou un arbre, qui d'être capable de ne pas rentrer ou que le drone se tape dans cette culture. Donc l'outil, tous ces artifices qui sont dessus nous servent
Je dirais même que c'est indispensable pour pouvoir faire des opérations de semis correctement. On a un rendement à peu près d'une trentaine d'hectares jour, 30-35, ça dépend je dirais des distances entre deux cultures, si on doit déplacer le drone. Et donc, ça fait à peu près du 5-6 hectares heure, donc c'est un rendement assez rapide. Donc le drone est très intéressant pour ça. Une coût de prestation, parce que ça a été demandé, je sais dans les questions, ça peut être de l'ordre entre 50 et 80 euros de l'hectare, et on peut diminuer ce coût notamment en mutualisant les hectares, en cumulant les hectares sur des mêmes secteurs, notamment pour éviter les déplacements. C'est pour ça qu'on a construit notamment ce réseau pour être au plus près des agriculteurs. Voilà, le coût d'une machine, c'est aux alentours des 30 000 euros. Il faut compter là-dedans des batteries, parce que ça, effectivement, on vole de 8 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir, donc il faut un volant de batterie qui permette de tenir la journée entière. On est équipé d'un groupe électrogène qui nous alimente toutes ces batteries au cours de la journée. Donc, c'est à peu près le budget qui est requis pour faire des prestations dans de bonnes conditions. Donc voilà, je crois que j'ai peut-être dépassé un petit peu les limites du temps imparti. En tout cas, si vous voulez tout un tas d'informations, vous pouvez nous retrouver sur le site internet agrodrone.fr. Et je vous remercie. Merci Lilian pour toi, surtout merci à vous de nous avoir présenté ça comme d'une manière quand même assez ouverte. C'est très inspirant ce que vous avez raconté. Donc un grand merci à vous pour cette présentation. Dank u wel Lilian om ons inkijk te geven met zo'n openheid bepaalde zaken naar de buitenwereld te brengen. Dat is altijd zeer interessant voor de sector. Ik zou nog een keer willen zeggen dat de mensen een mailtje kunnen sturen naar petra@belgiandronefederation.be als ze vragen hebben. De vragen komen binnen, dus nadien zullen we wel de tijd nemen om met de experten van deze avond de antwoorden te bezorgen. Ik neem van de gelegenheid ook gebruik, gezien wij steeds meer en meer webinars geven en proberen meer en meer paraat te staan voor de sector, dat u zich ook lid maakt uiteraard van de Belgian Drone Federation. Zeer belangrijk. En ook van de Fédération du Drone Civil. Wij zijn twee federaties. Wij moeten natuurlijk leven van onze leden. En daarom een warme oproep. Maak u lid. Stuur een mailtje naar petra@belgiandronefederation.be. Zowel voor de Belgian Drone Federation als voor de Drone Civil van Frankrijk. Donc, si vous avez encore des questions, vous pouvez poser par petra@belgiandronefederation.be. Les questions qui sont posées, on va vous donner les réponses plus tard. On va regarder avec les experts quelles sont les réponses. Et puis, j'ai encore une fois demandé pour tous les webinaires qu'on va encore organiser pour la représentation du secteur qu'on demande évidemment de se faire membre du Belgian Drone Federation et de la Fédération civile du drone française. Vous pouvez envoyer aussi un mail à Petra, on va envoyer ça pour la Fédération française et pour nous, si vous voulez être membre, aucun problème. Je dois remercier aussi, évidemment, Interreg. We danken ook Interreg om dit allemaal mogelijk te maken. En dan denk ik dat het tijd is voor de volgende spreker. Il est grand temps pour le prochain speaker. De volgende spreker is Loïc Saura. Saura, geen Sora, maar Saura. CEO van Drone Vision Pro AG de Gignac, dichtbij Montpellier. Drone Vision is gespecialiseerd in het dronesproeien op wijnstokken en het toepassen van trichogramma op maïs. Dat zal hij zelf uitleggen, maar trichogramma zijn insecten die als biocontrolemiddel kunnen worden gebruikt voor de bestrijding van een mot, de maïsboorder, die de maïsteelt verwoest. Hij helpt de aanwezigheid van de mot onder controle te houden, omdat het zijn eitjes legt in de eitjes van de mot die steriel worden. De ontwikkelingscyclus van de mot is dus geblokkeerd.
Uiteraard is dat voor iedereen parate kennis. Daarom dat ik het hier ook moet aflezen wat het precies is. Loïc Sora est CEO et fondateur du drone Vision Pro AG de Gignac en Montpellier. Drone Division est spécialisé dans la pulvérisation par drone sur le vigne et l'épandage du biocontrôle sur maïs trichogramme. Et pour l'explication française du trichogramme, je donnerai la parole à Loïc. Mais Loïc, bonsoir, comment allez-vous? Oui, bonsoir, je vais bien, merci. Ah, je vous entends très bien. Loïc, je suis impatient d'entendre comment est-ce que vous avez expliqué le trichogramme en français. Alors, le trichogramme, c'est une solution donc de biocontrôle sur les maïs. Le trichogramme, donc c'est des billes où c'est que dedans sont logés donc des microguêpes qui s'appellent le trichogramme. Et ces microguêpes vont pondre des œufs dans les larves de pyrale de maïs, donc qui vont contrer la maladie de la pyrale de maïs naturellement. Ok. Par prédation. Eh ben, je vous donne la parole aussi pour le reste de la présentation. Merci. Donc bonsoir, je suis Loïc Sora, fondateur et dirigeant de la société Drone Vision Pro AG, donc basée à Gignac, dans le sud de la France, à côté, à 30 km de Montpellier. Voilà, donc société créée il y a 6 ans. Voilà, donc je vais vous passer les diaporamas de suite. Si j'y arrive. Voilà. Donc je vais vous présenter notre entreprise, donc basée dans le sud de la France, spécialisée donc dans le drone agricole, plus précisément. Nos acteurs donc nous sommes présents donc sur la vente de matériel. Donc nous proposons des drones agricoles qui vont de 6 à 30 litres. Donc pour les volumes exacts, donc nous faisons du 6 litres, 10 litres, 16 litres, 20 litres, 26 litres et 30 litres. Donc ces charges utiles donc sont modulables, c'est-à-dire que nous avons des réservoirs amovibles. Nous avons fait ce choix-là de drone avec réservoir amovible pour des questions de praticité au niveau nettoyage et surtout au niveau des ravitaillements. Nous gagnons beaucoup de temps sur les ravitaillements et surtout sur des batteries qui sont posées par gravité et non scratchées, du moins avec des velcro sur des chariots. Voilà, donc on a fait ce choix-là, un choix qui est plus judicieux. Après, au niveau des prestations de travaux agricoles, donc voilà, notre société elle est basée donc sur la vente, la prestation et le R&D aussi. Donc les prestations agricoles, donc nous sommes présents donc sur la pulvérisation, donc sur vignes à forte pente. Nous avons donc effectué donc les 3 ans de tests avec les chambres d'agriculture de l'Ardèche et du Beaujolais. Après, nous avons donc effectué aussi du semi-couvert végétal. Ça, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Vous avez fait pas mal d'hectares cette année avec un semoir 12 mètres. Nous sommes aussi donc pour l'année prochaine, nous sommes en train de développer donc un système de blanchiment de serre, donc pour tout ce qui est maraîchage. Et puis après donc les systèmes de biocontrôle, ça c'est le trichogramme, je viens de vous l'expliquer, et un petit peu de télédétection sur les maladies du vivant. Après nous avons donc notre partie R&D, donc de conception, donc de charge utile de drone plus précisément, donc le système donc triple éjection par exemple pour le trichogramme, le trichospray développé par notre société, qui est un système donc d'épandage de 30 mètres de large, un trichogramme, donc vous verrez tout à l'heure une petite vidéo. Nous avons, pour la petite histoire, il y a pas si longtemps développé donc un système pour planter des arbres en Guyane, donc pour la reforestation. C'est un système pneumatique. C'était une commande d'un client. Nous sommes en train de travailler sur un système aussi de poudrage. Donc voilà, nous on développe, on répond disons aux demandes de clients qui veulent des solutions innovantes pour l'agriculture. Donc voilà, donc ça ce sont nos nouveaux châssis que nous proposons à la vente, donc et pour aussi notre réseau de télépilotes bien sûr. Donc voilà, sur ces drones là, nous pouvons adapter donc une cuve liquide, une cuve de semis. Donc là, sur des drones donc de moins de 25 kg, nous sommes donc à 10 litres en volume liquide et à 20 litres en volume de semis. Voilà, donc nous avons un épandeur centrifuge de 6 à 12 mètres de large pour le côté semis.
Donc après, donc voilà, on a des réservoirs aussi de 40 litres, mais ça, ce sont pour des drones de 20 kg d'amport en masse. Donc c'est des drones qui ne sont pas homologués encore en France, mais plutôt pour l'étranger. Donc voilà, avec des batteries 12S, 14S de 22 000 à 30 000 mAh. Donc nos tarifs sur les drones sont situés entre 15 000 et 25 000 euros pour des packs complets. Voilà, donc ces drones-là, donc c'est-à-dire c'est une plateforme de drone qui peut accueillir toutes sortes de charges utiles. Donc là, on est sur du liquide, du semi. On peut mettre aussi donc du trichogramme, du démoussage, du blanchiment de serre, du poudrage. Voilà, donc on adapte de toute façon les charges utiles en fonction des demandes de clients, des demandes des besoins de l'agriculture surtout. Donc voilà, donc en dessous vous voyez la télécommande, donc qui est une télécommande tactile avec écran intégré. Donc vous avez le retour vidéo, le data link, toutes les informations possibles. Après donc le mode de vol, donc c'est un peu comme tous les drones d'épandage. Donc on délimite une parcelle et puis après donc on règle donc une largeur de passage avec une vitesse d'avancement pour calibrer tous les modules d'épandage. Donc là voilà, donc là nous arrivons sur la pulvérisation sur vigne. Donc ça, on a fait les 3 ans de tests avec donc les champs d'agriculture de l'Ardèche et du Beaujolais. Alors, attendez, je vais essayer de vous lancer la vidéo. Est-ce que c'est comme ça? Voilà. Donc voilà, donc nous avons participé à ces essais sur 3 ans, donc sur les vignes à forte pente, plus de 30%. Là c'était sur Cornas, donc en Ardèche. Donc là, nous voyons les bacs de rétention de produits phyto obligatoires pour la pulvérisation sur vigne. Donc là, les produits utilisés, c'était des produits bio, hein, du cuivre principalement. Et on voit qu'il est bien bleu parce que nous avons dedans donc intégré un colorant alimentaire pour justement pour des raisons de traçabilité, pour voir un petit peu les qualités d'épandage. Donc voilà, donc nos drones sont équipés de capteurs sol, capteurs d'évitement d'obstacles, bien entendu. Donc le capteur sol, il fonctionne jusqu'à une hauteur de 10 mètres. Donc voilà, le drone est équipé donc de 8 buses, une pompe de 8 litres de débit minute. Donc voilà, donc sur les pulvérisations à forte pente, nous sommes sur un débit de 1 hectare à l'heure. C'est assez lent quand même, mais bon, les coteaux forte pente sont assez difficilement accessibles, on va dire. Les points de décollage sont assez complexes, donc c'est vrai qu'on n'a pas un débit comme sur de la pulvérisation en plaine. Voilà, donc on voit que le drone passe à 2 mètres au-dessus des cultures. On voit surtout que le drone plaque bien le produit au sol, il n'y a pas beaucoup de dérives. Donc ces tests ont été réalisés donc on avait les contrôles de la MSA, de la DRAF. C'est des essais assez entourés, bien entourés d'ailleurs. On a fait aussi des tests d'exposition au produit avec le laboratoire Anadiag pour voir un petit peu les expositions des opérateurs au produit. Et là on voit les phases d'atterrissage, donc ils sont faits tout en automatique, hein, automatique assistée. Donc voilà, donc je vous parlais un peu des caractéristiques techniques de la pulvérisation sur vigne. Donc nos vitesses de traitement de 1 à 2 hectares à l'heure, donc ça c'est en 2 hectares, on sera plutôt sur de la plaine. Hein. Le dosage, donc on peut aller donc de 100 litres à 200 litres hectare, donc forcément aussi c'est ce qui va jouer un petit peu sur la vitesse d'avancement, ça va être le volume épandu à l'hectare. On a une largeur de travail de 4 mètres, une durée de vol d'environ 15 minutes. Donc c'est des modes de vol automatiques et le coût de prestation il se situe entre 125 et 250 euros hectare, suivant le litrage épandu.
Donc nous allons passer sur l'épandage de trichogrammes sur grande culture. Donc voilà, donc là vous pouvez voir un autre, donc ça c'est un autre modèle de drone donc qui est à cuve fixe avec notre système triple éjection développé et breveté par notre société. C'est un système donc avec l'électronique française dedans. Tout est créé en France, hein, donc ce produit. Donc on a un épandage de 30 mètres. Donc tous les autres systèmes au monde hein, sont des systèmes mono-éjection, donc par gravité. Nous avons un système triple éjection, c'est-à-dire qu'il y a une bille qui tombe au milieu par gravité et deux billes qui sont éjectées à 10 mètres de chaque côté. Donc, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un passage tous les 10 mètres, nous effectuons un passage tous les 30 mètres. C'est-à-dire que nous arrivons jusqu'à des débits de chantier de 200 hectares au jour. Voilà, donc ce drone aussi est équipé de suivi de terrain, donc c'est très pratique justement pour faire du suivi de terrain, pour passer sous les lignes électriques par exemple. C'est l'obstacle majeur, on va dire, dans les grandes cultures. Donc il a aussi un capteur d'évitement d'obstacles, pour éviter donc les obstacles venant de devant et de derrière aussi. Sur la vidéo, on voit les billes éjectées sur le côté. Donc voilà, là on va voir le système de suivi de terrain donc, qui détecte aussi bien les rames d'arrosage. Donc voilà, donc la particularité de ce drone, c'est qu'il avance toujours en marche avant. C'est-à-dire que donc soit on peut le faire aller toujours en marche avant, soit avant-arrière, suivant les épandages que l'on veut effectuer. Donc voilà, donc les caractéristiques techniques de l'épandage de trichogramme. Donc voilà, on a un débit à peu près de 20 hectares heure. Donc bon, sur des journées d'épandage en été, on est sur des journées de 10 heures à peu près. Donc on arrive à épandre jusqu'à 200 hectares au jour. On a une largeur de travail de 30 mètres, durée de vol 15 minutes, mode automatique, et les coûts sont de 15 à 25 € hectare. Voilà, donc de Drone Vision Pro, donc nous sommes en train de développer un réseau de franchisés sur tout le territoire français. Nous avons déjà 4 franchisés sur le territoire. Donc voilà, s'il y a d'autres personnes intéressées pour rejoindre notre société et continuer à développer toutes les solutions agricoles que nous sommes en train de développer, ça sera avec plaisir. Loïc, merci. Oui. Très belle présentation. J'adore votre accent, ça me fait penser aux vacances, donc ça me fait penser au beau temps en fait. J'adore votre accent. Merci. Grand merci pour la présentation et on se reverra, espérons bientôt. Et je dirais encore une bonne soirée et à la prochaine. Merci à vous, bonne soirée. Loïc, hartelijk dank voor deze presentatie. Fantastisch accent van Montpellier daar. Doet mij altijd een beetje denken aan de vakanties. Tijd misschien om een klein tipje van de sluier te lichten over wie er ondertussen al bevestigd heeft voor Drone Days. Nog eventjes herhalen. De Belgian Drone Federation werkt samen met de organisatie van Drone Days in het kader van de 26e en de 27e november. 26 november zal de Belgian Drone Federation meehelpen met het volledige digitale gebeuren die vooral gericht is op de professionelen. Donc, comme promis, je vous donne déjà un petit cadeau sur les noms et les organisations qui vont venir parce que la Fédération belge du drone va collaborer avec l'organisation de Drone Days. Le 26 et le 27, ça sera complètement digital. Et le 26, c'est spécialement pour les professionnels. On aura aussi l'aide de nos partenaires CURPAS, de nos partenaires EDC et aussi sur l'Europe. Donc, on a choisi des speakers et des organisations qui sont représentés dans toute l'Europe. Je vous donne les noms ou quelques petits noms. Je ne vais pas encore donner trop, mais pour le vendredi, je peux déjà vous dire, voor de vrijdag kan ik jullie al zeggen, wie zie ik hier staan? EASA, European Drone Corporation, Eurocontrol, ESA, the Royal Military Academy, International Transport Forum, NCP, WTCB, Sensefly, Pix4D, Droprise, University of Wageningen, Vito, Flyability, Indros,
Pelgrim Technologies, CityMesh, University of Ghent, Sapka, Helicus en nog veel meer en encore beaucoup plus que ça. Dus vrijdag 26 november zullen we er zijn met de Belgian Drone Federation om Drone Days te organiseren. Ga zeker een keer kijken, drone-days.be, daar kan je al een en ander bekijken. Comme je vous ai dit, la fédération travaillera ensemble avec l'organisation de Drone Days, drone-days.be et vous reverrez déjà les infos. Vous aurez aussi un mail après par Petra qui vous va envoyer encore des infos. U zal ook nog een mailtje krijgen van Petra met heel wat informatie. Maar tijd voor de volgende spreker. Il est grand temps pour le prochain speaker et c'est Xavier Delpuech. Hij is agronoom, onoloog, projectleider bij het Institut Français de la Vigne et du Vin. Hij koppelt terug over hun experimenten de laatste 3 jaar met dronesproeien op de wijnstokken, de agronomische belangen en beperkingen. Xavier Delpuech est ingénieur, agronome et DNO spécialisé en pulvérisation chez l'Institut Français de la Vigne et du Vin. Il fait le retour d'expérience sur 3 ans d'expérimentation de pulvérisation par drone sur les vignes, les intérêts et les limites agronomiques. Je dirais Xavier, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, tout va bien. Est-ce que je prononce correctement Delpuech? Delpuech, mais Delpuech. Bon, ça ira. C'est français, c'est espagnol, non? C'est c'est français. C'est français. Ben alors je dirais la prochaine fois Delpuech. Ça va? Avec le U. Voilà, Xavier, vous allez nous raconter des choses sur la pulvérisation. Donc, je propose que je vous donne la parole et que vous commenciez votre présentation. Merci beaucoup. Effectivement, donc je vais vous parler un petit peu de pulvérisation par drone dans le contexte des vignobles français. Donc, comme présenté, je suis Xavier Delpuech, je travaille à l'IFV. Je travaille au sein d'une équipe qui s'appelle l'UMT Ecotech, qui est associe en fait l'IFV et l'INRAE, l'Institut de recherche agronomique français. Nous sommes aussi basés à proximité de Montpellier, pas très loin de Loïc. Donc, bon, j'espère que j'aurai un aussi bel accent que lui ou que d'autres. Et je vais vous parler donc un petit peu de pulvérisation par drone dans ce contexte des vignobles français, en démarrant avec un petit rappel historique pour vous dire quand même que c'est pas quelque chose de vraiment nouveau finalement, la pulvérisation par drone, puisque c'est né dans les années 80 au Japon avec le drone de Yamaha, le Air Max, qui ressemblait à un petit hélicoptère qui était mu par un moteur thermique qui pesait 100 kg, qui était capable d'emporter 16 kg de charge utile, qui s'est pas mal développé sur les rizières, notamment au Japon. Mais on va dire que vraiment le décollage de la technologie va démarrer après dans le début des années 2010 avec la réduction des coûts de l'électronique, des batteries, et vraiment là on a le démarrage, on va dire, du leadership de la Chine sur ce marché-là, sachant qu'aujourd'hui 70% des drones civils sont fabriqués en Chine. Et si on parle des drones de pulvérisation, les chiffres que j'ai pu trouver dans une publication là, qui date de 2021 parlent de plus de 100 000 drones de pulvérisation qui sont opérationnels et qui couvrent près de 64 millions d'hectares. Donc c'est vraiment considérable, mais ça montre aussi la maturité de la technologie. Alors, pourquoi ça peut intéresser les vignerons français? Donc Loïc l'a déjà un petit peu évoqué, il a montré une vidéo là qui était prise sur le vignoble de Cornas en Ardèche. Donc j'ai aussi pris cet exemple-là, c'est pas le seul, il y a d'autres vignobles aussi de forte pente qui sont intéressés. Mais disons que dans ces vignobles-là, on a des terrains, des fortes pentes. Donc en réalité, la seule façon d'appliquer les traitements de la vigne, de protection de la vigne, qui sont nécessaires pour assurer une production de qualité, c'est d'y aller généralement à pied, avec un atomiseur à dos. Donc c'est très pénible, c'est risqué, on peut s'exposer aux produits phyto, il y a des risques d'accident. Voilà. Et donc évidemment là le drone prend tout son intérêt parce qu'il peut être plus rapide et peut évidemment éviter tout ou limiter grandement les risques d'exposition. Donc un petit clin d'œil à Loïc d'ailleurs avec le drone qui est présenté en photo puisque c'est un des siens.
Alors le problème, c'est que le drone c'est considéré comme un traitement aérien et donc à partir de là, en fait, c'est une modalité qui est interdite pour l'application de produits de protection des plantes. Alors c'est interdit de manière générale, et je trouve ça c'est une réglementation européenne, donc ça s'applique dans tous les pays de l'Union européenne, sauf dérogation. Et il peut y avoir un certain nombre de dérogations, et par exemple qui peuvent être accordées de manière exceptionnelle quand il y a une situation sanitaire très dégradée qui nécessite une intervention urgente pour sauver la récolte. Ça peut être accordé à titre dérogatoire, à titre expérimental. C'est là le cadre dans lequel s'est inscrit nos essais entre 2019 et maintenant, puisque ça se termine cette année-là. Voilà. Et en dehors de ce cadre-là et de ces dérogations, c'est interdit. Alors c'est interdit pour les produits de protection des plantes, qui sont une catégorie particulière. Ça peut être autorisé pour les macro-organismes, dont les trichogrammes font partie. Donc ça a été un cas d'usage qui a été évoqué. Ça peut être aussi autorisé pour des fertilisants ou des substances, on va dire, qui ont un faible risque, ou éventuellement des graines pourvu qu'elles soient non traitées. Donc voilà, la contrainte réglementaire reste relativement assez forte. Et limite le type de produit. Donc les drones qui sont utilisés pour la pulvérisation, c'est des drones qui sont plutôt gros, qui vont généralement à la limite des 25 kg, voire au-delà. C'est tout à fait possible de les faire voler, même si c'est un peu plus compliqué. Loïc a déjà présenté un petit peu quelques caractéristiques techniques, donc je vais passer assez vite, mais voilà, une autonomie autour de 15 minutes, des vols qui sont tout automatiques, des volumes hectares qui sont entre 50, 140. Alors on peut monter effectivement, comme Loïc le proposait, à plus de au-delà. Évidemment, ça va nécessiter de voler moins vite et donc évidemment de prendre un petit peu plus de temps à l'hectare. Mais c'est tout à fait possible. Voilà, sachant qu'effectivement, pour une couverture de la vigne en pleine végétation, il faut avoir des volumes hectares suffisants pour assurer une bonne protection de la vigne. Donc quelques éléments un peu caractéristiques des opérations. Un autre point caractéristique, c'est que finalement le chemin que suit le drone, il est complètement indépendant de la structure de la vigne. Donc ça peut offrir des possibilités techniques, mais ça pose un certain nombre de questions. Là, vous avez un exemple d'une trajectoire réalisée lors d'un essai. Les points représentent en fait les ceps qu'on a échantillonnés. Et si vous voyez bien sur l'image de droite, vous avez des points qui sont vraiment juste au-dessus du drone et puis d'autres qui sont entre deux passages du drone. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça peut générer ou entraîner comme différence de qualité d'application. Et ça, on a vu qu'on a pu mesurer sur notre banc d'essai Vasprevity, qui est le banc de vigne artificielle qui est représenté dans l'image en bas à gauche, qu'on n'avait pas forcément une distribution uniforme de landins de pulvérisation sous le drone. Et qu'on pouvait du coup, si on est entre deux passages, avoir moins de dépôts. Donc le graphique que je vous présente là, c'est la quantité de produit qui va se déposer sur la vigne, en l'occurrence la vigne artificielle, en fonction de la position du drone. Donc vous voyez que juste sous le drone, c'est le box plot, la barre est bien plus élevée qu'entre deux passages. Alors ça, c'est dans un cas de figure particulier, avec une configuration de hauteur de vol, de type de granulométrie de gouttelettes, de taille de gouttelettes, de caractéristiques du drone. Donc ça peut être relativement variable, mais c'est un effet qui peut être à prendre en compte si on veut optimiser la qualité d'application. Alors, si on regarde un petit peu aussi en termes de qualité d'application, ce qu'on peut constater, alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait sur le terrain, on va faire des mesures de qualité de pulvérisation. On va pulvériser un traceur, par drone, évidemment, et on va en fait disposer dans la vigne, qui va être traité, des petits collecteurs. Donc là, vous les avez à l'image, c'est des petits collecteurs en plastique PVC blanc qui vont être agrafés sur le feuillage à différents endroits. Donc on va les agrafer en bas, au milieu, en haut de la végétation. On va en mettre sur l'extérieur de la végétation, on va en mettre au cœur de la végétation, vraiment pour avoir une cartographie de la pulvérisation qui atterrit sur la vigne. Et ce qu'on observe assez logiquement avec une pulvérisation par drone, donc qui arrive par le dessus et qui est emporté ensuite par le flux d'air généré par les rotors vers le sol, c'est un gradient en fait du haut vers le bas de la végétation. Donc vous voyez un petit graphique que j'ai représenté à droite de la photo qui présente
voilà, la grosseur des points donne le niveau, la quantité de traceurs qui s'est déposé sur la vigne, suivant les hauteurs A, B, C, D, donc de haut en bas, et entre la gauche, on va dire, le milieu de la végétation et l'autre côté de la végétation. C'est ça l'idée. Donc on voit bien qu'on a un gradient de haut en bas, et ça c'est quelque chose de très classique dans la pulvérisation par drone. Et ce qu'on voit aussi, c'est des dépôts un peu inférieurs dans la zone des grappes. Donc ce qui peut interpeller et poser des questions sur la qualité de protection qu'on peut obtenir par drone. Et c'est un point de vigilance, effectivement, de se dire, bon ben voilà, on va avoir du mal à toucher cette zone-là. Donc ce qui va nous amener plutôt à préconiser aussi de ne pas forcément faire toute une campagne de traitement par drone, mais aussi d'avoir des interventions au sol pour viser la zone des grappes pendant la période de sensibilité de la vigne, c'est-à-dire la floraison, et en particulier si la pression phytosanitaire est forte, ce qui a pu être le cas cette année, par exemple en Champagne ou en Alsace. Voilà, alors quelques éléments de conclusion. Je suis passé assez vite parce que j'ai très peu de temps, mais je reste à votre disposition évidemment si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir des éléments un peu plus détaillés. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, la pulvérisation par drone a une qualité, une efficacité, on va dire, un peu inférieure à celle qu'on peut obtenir sur une application au sol. Mais ça préjuge pas non plus ça peut, enfin voilà, les drones peuvent rester très intéressants quand même pour la pulvérisation par drone, notamment quand le terrain est difficilement accessible et qu'on ne peut pas passer autrement qu'à l'atomiseur à dos, à dos d'homme, et quand évidemment aussi l'opération au sol prend du temps et ou est dangereuse. Alors, quelques éléments un petit peu aussi de perspective. Donc évidemment là c'est des mesures de qualité de pulvérisation. Il y a aussi des essais d'efficacité biologique qui permettent de confirmer ou de nuancer un petit peu ces résultats. On commence à en avoir un peu en France. On a aussi des perspectives d'optimisation de la pulvérisation par drone, notamment en raisonnant la configuration du système de pulvérisation, la position des buses, le type de buse qu'on peut utiliser. Il y a des possibilités aussi de gestion là-dessus. D'avoir des drones qui sont capables de suivre le terrain de manière assez précise et la végétation pour pouvoir garder une position constante entre le drone et puis la végétation cible. Et donc nous, on est intéressé évidemment pour travailler sur ces cas d'usage et puis faire avancer la technologie pour l'ensemble des opérateurs. Je terminerai en disant que la régulation, c'est encore une contrainte, mais on espère aussi pouvoir la faire évoluer. Et notamment, vous savez que si la pulvérisation aérienne a été interdite, c'est pour des questions de maîtrise du risque dérive. Donc on a aussi fait toute une campagne d'essai sur notre dispositif de mesure de la dérive en conditions contrôlées, qui est basé à Montpellier, où on a un mur de ventilateur qui génère un vent, on fait passer le drone là, sur des bancs de vignes artificielles, et on est capable comme ça de mesurer la dérive qui sort de la parcelle traitée, même si c'est artificiel, et de comparer différentes modalités et de commencer à voir un peu quels sont les facteurs de maîtrise de ces dérives. Et ça, c'est des éléments très importants pour pouvoir faire évoluer la réglementation dans les années à venir et pouvoir ouvrir un peu plus de perspectives pour les drones de pulvérisation en France et plus généralement sans doute en Europe prochainement. Voilà, merci à tous de votre attention et à votre disposition si vous avez des questions. Merci Xavier, et je suis content que tu aies accentué le fait que, en fait, la réglementation elle pourrait encore être un problème dans cette situation, parce que c'est pour ça qu'on fait ces webinaires, pour convaincre ces gens qui doivent décider sur la réglementation, pour leur inspirer et pour espérer qu'ils vont avancer et qu'ils voient qu'il y a quand même déjà des entreprises qui sont occupées et de faire des recherches aussi qui sont très intéressantes. Et je dois dire aussi, Xavier, je suis aussi enchanté par votre accent, il était très joli aussi, donc merci pour ça. Merci. Non, grand merci pour ta présentation et je dirais à plus tard. Au revoir, merci. Au revoir. Xavier, hartelijk dank. En zoals ik zei aan Xavier, dat is misschien ook de reden waarom dat we deze webinars doen in samenwerking met Interreg. Mensen inspireren, maar ook de mensen die bezig zijn met de wetgeving. Want uiteindelijk het is die wetgeving die soms nog een struikelblok is. We zien het nu al in verschillende presentaties. En ik denk dat het belangrijk is dat de mensen zien dat er effectief al op goede manieren aan research wordt gedaan en dat er ook al op goede manieren gebruik wordt gemaakt. Dus laat ons hopen dat die wetgever in ons voordeel mee kan werken
aan de nieuwe technieken en innovatie is trouwens de toekomst voor alles. Maar ik zou zeggen, tijd voor de volgende speaker. Il est temps pour le prochain speaker. Et c'est Eva Ampe. Eva Ampe est le chef recherche agriculture de précision, recherche en conseil et agriculture de horticulture, l'expérimentation de l'impact des traitements et fertilisation sur poids par imagerie multispectrale. Eva Ampe is projectleider bij de precisielandbouw bij Inagro, onderzoek en advies in tuin en landbouw, drone-experimenten op het landbouwbedrijf zelf en thermale beelden uit het project Irrigatie 2.0. Eva, goedenavond. Goedenavond. Fantastisch. Blij om u een keer in levende lijven te zien. Ik heb u al veel gemaild en gehoord, maar nog niet in het echt gezien bij deze. Klopt. Voilà, heel leuk zou ik zeggen. Blij hier te kunnen zijn. Ja, ik zou zeggen, Eva, jij bent de hekkensluiter, dus jij mag hier als laatste speaker en straks komt er nog een conclusie, maar jij mag ons opnieuw inspireren en ik kijk uit naar uw presentatie. Dank u. I was asked to give this presentation in Dutch, but if you have any questions afterwards, you can of course contact me. Dus ik zal deze presentatie in het Nederlands geven. We gaan 2 onderwerpen aansnijden. Het eerste is on-farm experimentation, dat is experimenteren met drones bij en door landbouwers, dus dat is onderzoekers die samen met landbouwers aan de slag gaan. En het tweede onderwerp, dat is thermale data en hoe dat je daar de irrigatiekwaliteit mee kan gaan bepalen. Oké, een heel kort stukje theorie over on-farm experimentation. Eigenlijk zijn dat niet de typische kleine veldjes zoals we in veredelingsproeven worden aangelegd, maar gaan we met landbouwers aan de slag om in lange stroken proeven te gaan aanleggen op hun velden. Bijvoorbeeld de landbouwer die enkele technieken wil gaan uittesten en zo met elkaar gaan vergelijken. Je hebt natuurlijk goede statistiek nodig om dat dan te gaan uitrekenen of dat het nu een goed of een slecht experiment was. En ook agronomics is zo een pakket die door onze projectpartner ADAS is ontwikkeld. Wat doet dit pakket? Dat gaat eigenlijk de data gaan modelleren en het effect van de behandeling gaan combineren met het veldeffect en die dan ook weer uit elkaar gaan halen. De data wordt verwerkt, opgekuist en opbrengskaarten worden geanalyseerd. En drone data is eigenlijk een ideaal voorbeeld van het soort van spatiale data dat je daar kunt gaan insteken. Een voorbeeldje. Deze landbouwer heeft 5 verschillende types of 5 verschillende bemestingsregimes gaan toepassen. De veldvariatie zit daar natuurlijk onder, dat kun je zien in die kaartjes daar beneden. Dus het is eigenlijk belangrijk dat die proeven loodrecht op de variatie werden gelegd, zodat de variatie zeker niet in de weg zat bij het interpreteren van de proef. Helaas werden hier wel geen herhalingen aangelegd, dus we zouden wel aanraden als je wil gaan experimenteren met dit soort van volle veldsproeven, probeer daar toch herhalingen aan te leggen, want één strook maar 1 keer hebben is eigenlijk niet voldoende om daar statistisch dan nadien een goede analyse op te gaan doen. We hebben dan eigenlijk met de drones het veld overvlogen om die bemestingsregimes te gaan bekijken. En eigenlijk zie je hier 2 gecombineerde effecten. Dus als je de tijdsreeks een beetje volgt, dan zie je dat telkens wel diezelfde plekken, die slechte plekken terugkomen in het veld. Dus dat is een constante. Maar het linkse deel van het veld met bemestingsregime 1 en 2 doet wel consequent slechter dan het rechtse deel van het veld. Dat staat minder groen. Dus zo kunnen we dan eigenlijk wel zowel het veldeffect als het effect van de behandelingen samen gaan bekijken. We hebben het dan ook gaan controleren door eigenlijk destructieve metingen te gaan doen in het veld. En dan zie je eigenlijk dat de verkoopbare opbrengst goed gaat correleren met de NDRE. En de NDRE is een bepaalde spectrale indice die je kunt gaan berekenen op multispectrale data die met de drone te verzamelen is. Hoe gaat dat dan in die agronomic software? Daar gaan we dan eigenlijk grietcellen gaan tekenen over het veld.
Blote grond wordt daarbij vermeden en ook zo spuitpaden, die mogen daar niet inzetten. Maar per proef worden dan eigenlijk die gridcellen aangemaakt. De spectrale indices per gridcel worden dan, daar wordt het gemiddelde van berekend en die gaan dan eigenlijk in een statistisch model. Ik ga daar nu niet in detail gaan, als je daar meer over wil weten mag je me zeker contacteren. Maar op die manier kunnen we dan eigenlijk de spatiale variatie en die veldvariabiliteit uit elkaar gaan halen. Een voorbeeldje voor de erwten, waarbij dat we dan 3 kaarten gaan vergelijken. Je kunt bij bij de erwten daar, dat werd in Engeland gedaan, kon eigenlijk een soort van opbrengstkaart gemaakt worden, ook in het veld. Dat is met een sensor die op de oogstmachine zit, dus dat is niet met een drone, dat is de map links. En dan in het midden naar rechts is de NDVI en de NDRE-kaart. Dan kun je eigenlijk wel zien dat de NDVI dezelfde patronen vertoont als de yield of de opbrengstkaart, maar dat we toch zien dat die satureert. Nu, de NDVI is ook wel gekend om wat te gaan satureren bij hoge opbrengsten. Daarom wordt er soms ook wel gewerkt met andere indices, zoals de NDRE. En deze gaf bij ons dan eigenlijk de beste resultaten om dan te gaan correleren met de opbrengst. Dus over dit onderwerp kunnen we concluderen dat voor de erwten de gewasreflectantie wel goed correleerde met onze opbrengst. Dus we konden dat als een goede proxy gaan gebruiken om het veld te gaan bekijken. Zeker aangezien dat in volle veldsproeven het nog zeer moeilijk is om visueel bepaalde scores te gaan doen en dat eigenlijk een remote sensing approach zoals een drone essentieel is om dat goed te gaan bekijken. De samenwerking tussen landbouwers en onderzoeksinstellingen, bedrijven of dronepiloten is eigenlijk wel zeer leuk om te doen. Je krijgt zeer veel feedback van de landbouwer ook, waarbij dat zijn veld is gebruikt of dat de landbouwer zelf deze proefopzet heeft uitgevoerd. Dus dat is eigenlijk wel een leuke samenwerking. En zo kunnen we ook direct de resultaten tonen bij de landbouwer zelf en is het ook wel tastbaarder. Dat was het stukje on-farm experimentation en dan gaan we over naar een tweede deel. Dat gaat over thermale beelden en hoe je daarmee irrigatiekwaliteit kunt bepalen. Dit komt uit het project Irrigatie 2.0 en dat is een samenwerking met Inagro, Ilvo, Vito en Vlaqua met de steun van Vlaanderen. En Ilvo heeft hier de dronebeelden uitgevoerd op dat stukje van het project. De beelden die ik in een reeksje ga tonen zijn eigenlijk allemaal beelden van 14 juni. Het gaat dan meer specifiek over het gele kadertje dat je daar ziet. We zien wel dat er een niveauverschil is in het veld, dus van boven is het iets hoger gelegen dan beneden. Eerst gaan we gaan kijken met gewone RGB-beelden, dat zijn eigenlijk luchtfoto's. En dan zien we niet veel kleurverschil in het beeld. Dat is hier trouwens een beeld van aardappelen. Daar van boven zie je wel dat het zo wat geler is, maar dat lag eigenlijk meer aan de verwerking. Maar het veld zelf kon eigenlijk niet veel kleurverschil zien. Maar als we dan gaan kijken met thermale beelden, dan zien we eigenlijk heel veel verschil. Dat gaat over identiek dezelfde zone, maar zien we enorm veel verschil. We zullen eerst wat inzoomen op het geïrrigeerde deel. Dat is eigenlijk het blauwe vlak, is het geïrrigeerde deel. Wat gebeurt daar eigenlijk? Die planten hebben water gekregen, die hebben weinig stress, dus die gaan mooi gaan transpireren en die koelen af. Dus die hebben kouder dan een plant die watertekort heeft, zijn huidmondjes gaat sluiten en eigenlijk niet meer goed kan afkoelen. Daarom zie je eigenlijk de verschillen in het veld. Nu, zelfs binnen dat geïrrigeerde deel zie je dat dat niet homogeen blauw kleurt. Dat komt omdat het met de haspel is geïrrigeerd en we zien dus duidelijk dat het niet overal evenveel water heeft gekregen, dus dat er toch verschillen zijn binnen dat blauwe deel. Er zijn ook enkele niet geïrrigeerde zones en de meest opvallende is deze daar linksboven. Excuseer. En daar zien we dat er een rode plek aanwezig is in die niet geïrrigeerde zone. Sorry. Ondanks het feit dat die eigenlijk evenveel water hebben gekregen, zien we toch dat er waarschijnlijk bodemcompactatie aan de gang is, waardoor dat die planten
Ik heb een kikker in mijn keel, mijn excuses. Maar we zijn er bijna. Waardoor dat eigenlijk die planten toch minder water aangekregen hebben dan de rest van het veld. Met de dronebeelden kunnen we dat zeer mooi zien. Nu, een ander type beelden zijn de multispectrale beelden. Dat zijn de beelden dat we nu eigenlijk tijdens deze webinar al het meest gezien hebben. Daar zien we eigenlijk, dat is de NVI, eigenlijk geen verschil in het veld. We zien wel een verschil globaal tussen niet geïrrigeerd en geïrrigeerd, maar niet tussen de geïrrigeerde stukken onderling. Hoe komt dat? Die thermale beelden gaan eigenlijk de stress gaan bekijken op het moment zelf, dus vlak na de irrigatiebeurt. Terwijl dit is eigenlijk meer de geaccumuleerde stress dat die planten hebben gehad. Er is ook wel al een fysiologisch verschil te merken om deze te kunnen detecteren. Er is nog een andere vegetatieindex die toont wel wat meer verschil, maar nog altijd niet het detail dat je hebt met die thermale beelden. Dus ze hebben elk hun eigen toepassing, hè, dus dit is echt voor ziektedetectie en opbrengst, dergelijke zaken. Die thermale beelden voor deze toepassing was nu specifiek voor die irrigatiekwaliteit te gaan bekijken. Oké, dit was het einde van mijn presentatie. Ik wil nog graag de projectpartners bedanken die hieraan hebben meegewerkt. Ook de Steun van Vlaanderen en het Interreg-programma. En bedankt voor jullie aandacht. Dankjewel Eva. En ik zou zeggen, zeer inspirerend van die irrigaties. En ik denk dat je misschien ook de stembanden eventjes moet irrigeren. Dat zou wel van pas kunnen komen. Maar in ieder geval, het is gelukt. Je hebt het gehaald tot het einde. Netjes binnen de tijd, waarvoor dank. En het was ook een zeer inspirerende presentatie. Waarvoor dank, zou ik zeggen. En ik zou zeggen, fijne avond. Grand merci à Eva, qui a donné quand même aussi une présentation très inspirante. Et comme je vous avais dit au début, si vous avez des questions, envoyez un petit mail à petra@belgiandronefederation.be. Hebt u nog wat vragen? Belgian kan u een mailtje sturen naar petra@belgiandronefederation.be. Voor de mensen die graag nog eens het stukjes of bepaalde stukjes opnieuw willen bekijken, geen enkel probleem. Vanaf morgen is alles zichtbaar op onze website en zullen we natuurlijk ook een mailtje sturen via Petra naar de deelnemers die zich hebben ingeschreven. Pour les gens qui veulent encore une fois regarder une présentation, pas de problème, tout a été enregistré, heureusement. Et on va vous envoyer le lien. Ça sera aussi sur le website à partir de demain pour Belgian Drone Federation et aussi chez nos partenaires français. On vous enverra un mail pour les gens qui sont inscrits sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas eu de mail, c'est petra@belgiandronefederation.be. Hebt u geen mail gehad, petra@belgiandronefederation.be. Voor de laatste conclusie geef ik graag zo dadelijk het woord aan Henri Geoffroy. Hij is délégué adjoint van FPDC. Het is ook al laat voor mij, voor de Zuidest, voor het Zuidoost-Frankrijk. Hij zal ons een conclusie brengen van deze avond. Ik wil hem ook heel hard bedanken, want hij is ook een van de bezielers van deze avond. Hij heeft daar heel veel werk in gestoken. Samen met onze Petra hebben zij gewerkt aan de setup van deze avond. Dus heel hard bedankt daarvoor. Henri Geoffroy, qui est délégué adjoint, qui va nous donner une conclusion. Et Henri, je voudrais déjà quand même te remercier parce que tu as mis énormément de travail dans cette soirée ensemble avec notre Petra et c'était vraiment une coopération très positive, très inspirante. Donc je voudrais vous remercier et je suis curieux, quelle sera votre conclusion de cette soirée? C'est bien et c'est dommage parce que le sujet agricole et des drones dans l'agriculture, ben on voit qu'il est important. Il y a tellement de choses à dire, on pourrait en parler pendant des heures. Mais là, on a pu avoir un aperçu et on voit bien que le drone s'inscrit vraiment dans de l'agriculture de précision. Donc d'une part, il y a les outils de télédétection donc, qui permettent d'utiliser l'image pour déclencher les interventions au bon moment, mais surtout pour moduler les doses, donc mettre la bonne dose au bon endroit. Et l'autre approche des drones, c'est que ça ouvre aussi des nouvelles possibilités d'intervenir sur les cultures
pour réaliser des travaux agricoles. Donc, on peut améliorer le pilotage agronomique des parcelles, donc avec les couverts. On peut limiter l'impact des engins sur le sol et l'environnement. Mais on peut aussi améliorer les conditions de travail des opérateurs en supprimant les tâches manuelles et en réduisant l'exposition. Donc ça, c'est quand même pas rien dans le milieu agricole. Mais ça ne s'arrête pas en fait au milieu agricole. On a aussi l'impact du drone sur la planète. Et grâce à son fonctionnement, on va dire, écologique, efficace, précis, le drone il permet de répondre aux objectifs de la COP21, donc de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Donc, tous ces parties, donc c'est les points positifs, mais en fait, il y a quand même deux contraintes importantes sur l'usage du drone en agriculture. La première, Xavier l'a souligné, c'est que l'épandage de pesticides, alors je vais utiliser le mot pesticide ou produits phyto, il est interdit en France comme en Belgique depuis quelques années, mais à l'époque où les drones n'étaient pas trop répandus. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un outil qui permettrait de cibler des zones et de réduire finalement les dosages sur les surfaces et d'améliorer les précisions par rapport à la population, par rapport aux cultures. La deuxième contrainte, c'est par rapport au poids des drones. Aujourd'hui, on est un petit peu limité sur le format 25 kg. Et le modèle technique idéal, ça serait quand même de dépasser un peu cette taille de matériel pour être sur des drones de 40-50 kg de masse totale, charge utile plus drone. Mais pour dépasser les 25 kg, en fait, on doit faire une analyse de risque sous la méthode SORA et ça représente quand même un travail assez considérable, surtout au vu des conditions d'utilisation. C'est du matériel qui va voler à quelques mètres du sol, à basse vitesse, dans des zones non peuplées. Donc, finalement, le risque avec l'aviation habitée, il est quasiment inexistant et le risque avec les tirs au sol, presque pareil. Donc, concrètement, si on veut démocratiser l'usage du drone aujourd'hui en agriculture, il y a deux axes d'amélioration. Le premier, il s'adresse au ministère de l'Agriculture et c'est de dire il faut reconsidérer l'usage du drone et de la pulvérisation par drone dans le milieu agricole parce qu'il y a des intérêts sur tous les plans. Et le deuxième, c'est par rapport à l'aviation civile, tout en maîtrisant l'aspect sécurité par rapport au cadre réglementaire qui est en place, mais peut-être de définir un cadre un peu plus formaté au travers de PDRA, qui est une déclinaison des analyses de risque SORA, mais pour un format d'utilisation. Et là, ça nécessite d'ouvrir peut-être un groupe de travail avec la DGAC pour mettre en place ce genre de solution. Donc, je termine ma conclusion par évidemment remercier très sincèrement tous les intervenants qui ont participé, qui ont échangé leur expérience et leur savoir. Je remercie au travers du projet Interreg les différents partenaires. On les a déjà cités, Elouine va les reciter juste après. Et je remercie aussi tous les spectateurs d'avoir suivi ce webinaire sur l'agriculture. Peut-être un des premiers des séries webinaires agricoles. On verra par la suite. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci Henri pour cette belle conclusion et l'enthousiasme. Et c'était effectivement énormément chouette de travailler avec vous et d'avoir ce partenariat. Je dirais, j'espère à la prochaine fois. Je suis sûr qu'on va encore faire des choses ensemble. Donc, on verra qu'est-ce que ça donnera. À plus tard alors. Henri, grand merci. Allez, bye bye. Bye bye. Bonne soirée. Harry, dankjewel voor deze fantastische samenwerking. Voor de mensen die de conclusie van Harry nog eens willen horen, geen probleem, u zal een mailtje krijgen met de volledige tekst. Ik zal ze niet volledig herhalen, u zal ze op mail krijgen. Net als dat u ook op mail de link zal krijgen. Er werd mij hier ingefluisterd dat ik misschien iets te enthousiast was. Dat zal misschien morgen nog niet zijn, maar in de komende dagen zal u het dan kunnen zien op onze website. En zal u ook een mailtje krijgen met de link. Je voudrais encore vous dire que vous allez recevoir tous les infos par mail, tous les gens qui se sont inscrits.
aussi le webinaire qui est enregistré. Mais peut-être que j'étais un petit peu trop enthousiaste parce que demain sera peut-être un peu difficile, mais ce sera certainement dans les jours qui viendront que vous pourrez retrouver ce webinaire dans un mail qu'on va vous envoyer et aussi sur le site web de la Fédération. Je voudrais merci également à tous les partenaires de projet Drone Interreg et au conseil d'administration et plus particulièrement, encore une fois, Henri Geoffrey et Petra Breine qui ont fait cette belle coöperatie et de tous les auditeurs pour les participations. Dank ook aan alle partners van het Micro-Interreg-project, het bestuur en heel specifiek Henri Geoffroy samen met Petra voor de mooie samenwerking en alle luisteraars voor jullie deelname, aan alle mensen die deze avond gevolgd hebben en ook de sprekers et aussi les speakers évidemment. Deze webinar zal dus later gepubliceerd worden. Zoals ik al zei, heb je nog een vraagje? Est-ce que vous avez encore une question? petra@belgiandronefederation.be. En ik denk dat ik dan eigenlijk alles gezegd heb wat ik moest zeggen. Dank aan alle partners. U zal ze zo dadelijk nog een keer zien. En ik zou zeggen, vergeet niet, n'oubliez pas, drones are good, fly safe.